Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la seconde partie de notre émission consacrée au moine bouddhiste Matthieu Ricard. Nous avons pu découvrir la semaine dernière sa vie, son parcours, notamment à travers ses rencontres avec les maîtres. Je vous propose de voir aujourd'hui quelles sont ses différentes actions dans les domaines de l'humanitaire, de l'environnement et de l'éducation notamment. Alors qu'en est-il de son association Karuna Setchen? Quelle est son histoire et comment fonctionne-t-elle? Qu'en est-il des écoles et hôpitaux construits notamment suite au tremblement de terre qui a frappé le Népal? Nous retrouvons pour en parler Matthieu Ricard. Matthieu Ricard, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes moine bouddhiste et l'interprète français du Dalai Lama depuis 1989. Vous vivez dans l'Himalaya depuis 50 ans, un demi-siècle pendant lequel vous avez photographié les plus grands maîtres spirituels, ainsi que le monde fascinant qui les entoure. Cette somme photographique de 350 images, accompagnée de textes dans lesquels vous retracez votre parcours personnel, vient de sortir dans un magnifique ouvrage publié aux éditions de La Martinière. Alors, tous les bénéfices, l'intégralité de vos droits d'auteur sont destinés à plus de 130 projets humanitaires, notamment votre organisation humanitaire Karuna Setchen. C'est une très belle aventure. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment celle-ci est née? Oui, maintenant on en est, je crois, à 300 projets. Ça a commencé il y a 17 ans, au Tibet, grâce à un ami philanthrope d'origine allemande, et puis les droits d'auteur de mon premier livre, Le moine et le philosophe, avec ma chère amie Raphaël Demande. Nous étions au Tibet avec un groupe de personnes et nous avons pu construire une école et un dispensaire. Il s'est trouvé que l'école et le dispensaire ont prospéré. Donc ce bienfaiteur a dit continuons. Et donc pendant 3-4 ans, on a déjà réalisé 40 projets dans l'est du Tibet, des écoles, des dispensaires, des ponts. Et puis on s'est dit, maintenant ça a l'air de prospérer, donc fondons peut-être une organisation. Donc Karuna veut dire compassion, donc voilà, c'est un joli nom. Sauf qu'il y avait une dizaine de Karuna existantes déjà en Asie, même au Canada. Donc il a fallu rajouter le nom du monastère pour avoir un site internet et toutes ces choses-là. Et depuis, ça a évidemment prospéré très naturellement. Il y a 6 ou 7 branches dans le monde, à Hong Kong, au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en Angleterre, etc. En Inde et en Népal, bien sûr. Et maintenant, par exemple, en 2015, au moment des tremblements de terre au Népal, on avait près de 400 000 personnes, mais en moyenne, nous aidons 250 000 personnes chaque année dans le domaine de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Alors, c'est pas du tout dans des régions bouddhistes. Enfin, au Tibet, bien sûr, c'est quasiment tous des bouddhistes, mais au Népal, c'est en majorité des hindous. Et en Inde, c'est un mélange d'hindous, de musulmans. Tout dépend donc des régions un peu isolées, où les personnes ne vont pas. On va dans des villages où il n'y a quasiment aucune présence médicale, où les femmes sont illettrées. Donc, on a un programme d'alphabétisation des femmes. On intervient de l'éducation précoce chez les enfants à la maternelle, qui, au lieu de les parquer dans une salle, on les éduque par le jeu coopératif. On fait des programmes de santé dans des régions tribales, dans le Jharkhand, qui est une des provinces les plus pauvres de l'Inde. On a des cliniques mobiles qui vont dans des centaines de villages, donc toutes sortes de choses qui visent à aider la population là où il y a besoin. Mais alors justement, revenons plus précisément sur ces différents domaines que vous évoquez. Commençons par celui de la santé, notamment avec votre clinique à Katmandou, au Népal, alors qu'il y a une section pour s'occuper des aveugles, je crois, mais il n'y a pas que ça. On a une section de soins palliatifs. À ma connaissance, quand on l'a fondée, il y en avait seulement 3 dans tout le pays. Donc, on a 8 lits pour des personnes qui meurent. Et chaque année, il y a un certain nombre de personnes qui meurent entourées de soins, d'affection, de présence chaleureuse. Vous savez, il y a des endroits comme au l'est du Tibet, dans les campagnes de l'Inde, ou même dans les régions montagneuses du Népal, où il n'y avait rien. Donc, ça veut dire que même si c'est quand même une présence assez rudimentaire, ce n'est pas des hôpitaux super occupés, à part la clinique au Népal et celle près de Bodh Gaya en Inde, qui sont là, des gros centres avec 50 personnes qui travaillent. Généralement, c'est une présence médicale, mobile souvent, dans des lieux où il n'y avait rien. Donc ça fait une énorme différence entre quelque chose et rien. Et du coup, ne serait-ce que les besoins en médicaments, par exemple, sur l'espace de 3 ans, ont diminué de 50%, parce qu'au début, tout le monde était plus ou moins malade, et à force de prévention, d'hygiène, de collecte d'eau de pluie, d'avoir de l'eau qui est empoisonnée par le fluor, ou plein de choses comme ça, font qu'on améliore la santé de base de ces villages, surtout la santé féminine, par exemple, aussi, qui est très négligée. Voilà, on fait de notre mieux dans des régions où souvent les grandes ONG ne pénètrent pas, disons, parce que c'est trop loin, parce que c'est trop compliqué au point de vue logistique. Il
Et après le tremblement de terre, toutes ces grandes ONG faisaient beaucoup de réunions à Katmandou. Pendant ce temps-là, nous sommes allés dans 620 villages. Nous avons aidé 220 000 personnes, 600 tonnes de riz, 15 000 tentes. On a collaboré avec des ONG locales népalaises qui avaient toute la stratégie, qui connaissaient ces villages, etc. Donc on a été très efficace. Et je crois qu'on a apporté 3 fois plus de ressources que le gouvernement français. C'est pour dire que vraiment, on a pu faire une différence importante, bien que ça soit à l'échelle du pays, c'est pas grand-chose, mais malgré tout, ça fait une belle différence. Et on en est où aujourd'hui de cette reconstruction suite au tremblement de terre? Alors, de 600 villages, on est passé à une 60aine, qu'on a pris un peu sous notre protection, pour la sécurité alimentaire, enrayer le trafic des femmes et des enfants, enrayer le trafic des organes, parce qu'ils emmènent des gens en Inde pour se faire prendre un rein en leur donnant l'équivalent de 500 €, en leur disant que le rein va repousser. Et après, ils les renvoient en autobus avec un rein en moins, souvent dans des conditions terribles. Donc ça, on a informé la population, des motivateurs. Oui, il y a des campagnes de prévention aussi. Ils nous préviennent tout de suite dès que les trafiquants arrivent. On fait aussi de l'énergie solaire. On entraîne 2 femmes par village, pour passer 3 semaines à Katmandou. On est en train de monter des panneaux solaires, elles repartent dans leur village, très contentes, équipent leur village. On fait aussi de la culture biologique pour leur donner non seulement la nourriture, mais peut-être pouvoir revendre certaines choses, notamment du gingembre organique, toutes sortes de choses, utiliser les techniques traditionnelles qui parfois ont été délaissées, mais qui sont extrêmement valables pour ces endroits. Donc tout un programme holistique pour pouvoir améliorer le sort des populations. Et on a un programme qui s'appelle Small Money, Big Change, peu d'argent, beaucoup de changements. Donc ça, c'est un très bon truc. Alors dans ce programme, il y a l'éducation, qui est vraiment un sujet qui vous tient à cœur depuis très très longtemps, notamment l'éducation des petites filles. On sait parfaitement que d'éduquer les filles est la manière la plus efficace, notamment d'améliorer la qualité de la vie en société dans les villages, la santé, parce qu'elles s'occuperont mieux de leurs enfants, etc. Donc c'est un facteur essentiel d'éduquer les filles. On a 2 photos magnifiques, là, devant vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Oui, donc voilà, c'est une petite fille que j'avais photographiée dans une cuisine près de l'une de nos cliniques au Tibet. Et puis, 10 ans plus tard, je l'ai retrouvée. Donc, elle était une petite fille nomade qui parfois va dans une de nos écoles et qui s'appelle le Bel Océan de Turquoise. Donc, c'était très sympathique de la retrouver plus tard. Et il y a des exemples dans ce livre aussi de personnes que j'ai suivies pendant 50 ans ou 30 ans. Et j'ai retrouvé toutes ces images et les ai mis ensemble pour faire une petite mosaïque pour suivre un parcours de vie qui était parallèle au fait que je vivais là-bas. Et alors, en dehors donc, de ces actions humanitaires très très présentes chez vous, vous êtes également très engagé dans la cause animale, le végétarisme notamment. Où est-ce qu'on en est, Mathieu Ricard, aujourd'hui? Si vous voulez, moi, pour la cause animale, elle n'est pas différente de l'expression de l'altruisme pour les humains. Mais simplement, il y a une sorte d'incohérence éthique dans le fait qu'en gros, nous sommes tout, ils sont rien. C'est-à-dire qu'on peut en faire n'importe quoi. Et j'ai un chiffre qui m'est venu à l'esprit récemment. Il y a quelqu'un qui a essayé d'estimer le nombre d'êtres humains qui avaient habité la planète depuis que l'Homo sapiens existe. Alors, vous savez, il y a 12 000 ans, il y avait 4-5 millions d'êtres humains sur Terre. Le total, c'est probablement aux alentours de 100 milliards à 150 milliards. C'est le nombre d'animaux qu'on tue sur la planète chaque mois. Parce qu'on tue 60 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins tous les ans. Donc c'est quand même beaucoup. Et tout ça, souvent de manière qui n'est pas nécessaire. Alors, bien sûr, les peuples pêcheurs, les Esquimaux, les gens qui sont sur les bateaux au large de la Birmanie, qui vivent de cela, on ne va pas les embêter. Mais aujourd'hui, cette consommation de viande n'est pas nécessaire. Donc si vous voulez, tout le monde sera d'accord qu'il est injuste et immoral d'infliger des souffrances non nécessaires à des êtres sensibles. Non nécessaires pourquoi? Parce que c'est pas bon pour la santé humaine. Parce que l'OMS a bien montré que les gens qui mangent régulièrement de la viande, surtout de la viande rouge de charcuterie, c'est nuisible à la santé. C'est pas bon pour l'environnement parce que c'est l'élevage industriel est la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre, donc réchauffement global. Et c'est pas bon pour la pauvreté dans le monde parce qu'on envoie 900 millions de tonnes de grains par an vers les pays riches venant des pays pauvres qui pourraient nourrir 1 milliard de personnes. Donc oui, tout le monde y perd. Et pourquoi? Simplement par habitude. Et il n'y a pas de raison éthique ou morale qu'on puisse mettre en avant. Donc je pense que c'est une sorte de progrès de civilisation que d'inclure les 8 millions d'espèces qui sont un peu nos concitoyens dans ce monde. Il ne s'agit pas de dire que la vie d'une souris a la même valeur que la vie d'un homme. Ça, c'est des histoires complètement stupides. On sait très bien que l'homme est l'espèce la plus intelligente, qui a la culture, la morale et plein de choses formidables. Ceci dit, ce n'est pas une raison pour utiliser notre intelligence supérieure pour
instrumentaliser l'ensemble des autres êtres vivants. Ils ne sont pas là à notre disposition, ils ont le droit de vivre, de ne pas souffrir. Donc c'est un peu cette idée. Donc je pense que la culture change. Donc quand les cultures changent, les institutions vont changer. Et il est probable qu'au niveau des lois, au niveau de plein d'autres choses, ça va certainement progresser. Mais en tout cas, vous avez le sentiment qu'au niveau des consciences, ça bouge. Ça bouge, on le voit. Ouais. On le voit. Là, récemment, un quotidien français a fait un numéro quasiment spécial sur la question des animaux, leur intelligence. On sait maintenant qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont doués d'une conscience et qui sont vraiment intelligents. Et vous avez des bonobos qui sont plus forts en calcul mental que les êtres humains et qui battent à plate couture. Les êtres humains, quand il s'agit de se rappeler une dizaine de chiffres sur un écran, ils sont bien meilleurs que nous. Donc, je veux dire, c'est pas pour dire qu'ils sont plus intelligents que les humains en général, mais c'est vrai, ils ont des capacités que nous n'avons pas. Donc, on a les capacités qui sont bonnes pour notre survie, ils ont les leurs. En gros, ils ne sont pas là simplement pour satisfaire nos désirs, quoi. Ils ont chacun leur vie à eux-mêmes qu'on doit respecter. Alors, avant de nous quitter, Mathieu Ricard, j'aimerais qu'on aborde le dernier aspect de votre activité, enfin un des derniers, parce qu'il y en a tellement, celui de scientifique et de vos recherches, justement, à l'intérieur donc, du Mandela Institute, vous l'avez rejoint en 2000, c'est ça, qui facilite les rencontres entre la science et le bouddhisme. Alors, vous vous prêtez à de nombreuses expériences, vous pouvez nous en dire un mot? L'une des dernières, c'est un projet qui s'appelle Silver Santé, qui est un projet français et européen, qui se tient par l'INSERM de Caen, de Lyon, avec Gaël Chetala, Antoine Lutz, qui vise à essayer de montrer chez des personnes de plus de 65 ans si différents styles de vie et la méditation sur 18 mois peut-être ralentir le vieillissement cellulaire et cérébral, notamment ralentir peut-être la formation de ce qui mène à les amyloïdes qui mènent à l'Alzheimer. Et donc, c'est un programme passionnant que je participe. Et une étude pilote qui vient d'être publiée dans une revue scientifique, faite sur 6 ou 7 méditants à long terme, a montré qu'effectivement, alors c'est très difficile de dire en termes d'années, mais en gros, pour être très, très rudimentaire, on peut dire que du point de vue structurel et métabolique, en gros, on pourrait dire que leur cerveau est 5 à 10 ans plus jeune qu'un groupe de personnes du même âge, de le même niveau d'éducation socio-culturelle, etc. Donc, si ça se confirme chez des volontaires qui n'ont jamais fait de méditation sur 18 mois, ça peut être quelque chose de très précieux. Et on sait déjà que 3 mois de méditation intensive font que, si vous voulez, les cellules vieillissent moins vite. Donc, tout ça reste à confirmer, mais c'est quelque chose de très prometteur et c'est un peu les dernières, branches de recherche auxquelles j'ai participé, ce projet, donc Silver Santé, qui est un projet en partie français. Alors, on l'a bien vu, vous êtes très occupé, mais quels sont vos projets néanmoins, Mathieu Ricard? Mes projets maintenant, c'est plus d'avoir de projets. Là, je me suis investi avec joie à propos de ce livre de photos qui est une sorte d'offrande, hein. C'est un témoignage de ce qu'étaient ces maîtres spirituels, ce monde extraordinaire, la culture bouddhiste, l'art. Il y a un chapitre sur les arts traditionnels. Et donc, je vais essayer d'être un peu plus tranquille. Mais on vous souhaite tout le meilleur, Mathieu Ricard. Merci beaucoup. Merci. Avant de nous quitter, je vous rappelle le livre de notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Un demi-siècle dans l'Himalaya, aux éditions La Martinière. Toutes les photographies que vous avez pu voir dans cette émission sont extraites de ce très bel ouvrage où Mathieu Ricard retrace, à travers texte et images, son parcours personnel. Une vie dédiée, comme nous l'avons vu, au monde Himalaya, à la spiritualité, au peuple tibétain et à sa culture. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons du fond du cœur de magnifiques fêtes de Noël, sous le signe de l'amour, de la joie et de la sérénité.